Oui, j'ai couché avec mon patron et je ne le regrette pas une seule seconde, a ricané ma femme. Alors C'est notre 18e anniversaire de mariage et je suis assis au Chaleron, le restaurant le plus chic que cette ville moribonde ait à offrir, regardant ma femme, Émilie, se pencher au-dessus de la nappe blanche, le feu dans les yeux. Oui, j'ai couché avec Richard, siffle-t-elle, ses doigts parfaitement manucurés agrippant son verre de vin comme une arme. Et je ne le regrette pas une seule seconde, Jacques. Avant d'aller plus loin dans l'histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un like, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Je prends une longue gorgée de mon bourbon, laissant la brûlure s'installer dans ma gorge avant de répondre. L'ironie ne m'échappe pas. Je suis un entrepreneur qui construit des choses, et mon mariage vient d'être démoli en 30 secondes chrono. Eh bien, chérie, dis-je, gardant ma voix stable malgré la rage qui monte dans ma poitrine. C'est un timing intéressant, parce que l'annonce de demain va briser bien plus que ton petit secret. Le visage d'Émilie pâlit sous son maquillage coûteux. Elle a toujours été belle. C'est comme ça qu'elle a décroché le poste chez Pinnacle Real Estate, travaillant sous les ordres de Richard Blackwood, le promoteur immobilier le plus véreux de ce côté de Portland. À 42 ans, elle fait encore tourner les têtes. Mais en ce moment, on dirait qu'elle a vu un fantôme. Quelle annonce, murmure-t-elle. Je me penche en arrière sur ma chaise, savourant l'instant. Oh, tu verras. J'organise ça depuis des mois. Elle attrape son sac à main, un truc de créateur qui coûte plus que ce que la plupart des gens gagnent en une semaine, et se lève si vite que sa chaise manque de basculer. Tu es pathétique, Jacques. Tu l'as toujours été. Richard me donne des choses que tu n'as jamais pu me donner. Comme quoi? L'herpès? Le couple à la table voisine s'arrête de manger pour nous dévisager. Le visage d'Émilie devient rouge écarlate. Et pendant une seconde, je pense qu'elle va me jeter son vin à la figure. Au lieu de ça, elle tourne les talons et sort en trombe, ses talons au claquant sur le parquet comme des coups de feu. Par la fenêtre, je la regarde monter dans la BMW noire de Richard. Il attend au volant. Il était probablement là depuis le début. Le salaud a l'audace de me faire un signe de la main à travers la vitre. Je finis mon bourbon et fais signe à la serveuse pour en avoir un autre. Bienvenue à Millbrook, Maine. Population, 3847 habitants, et en baisse chaque année depuis la fermeture de la papeterie. C'est le genre d'endroit où tout le monde connaît les affaires de tout le monde, et où les secrets se répandent plus vite que la moisissure noire dans une cave inondée. Je m'appelle Jacques Morrison, et j'ai vécu ici toute ma vie. J'ai grandi dans un parc de mobil-homes du mauvais côté de la ville. J'ai travaillé dans la construction depuis l'âge de 16 ans. J'ai monté ma propre entreprise à partir de rien. Morrison Contracting. Nous réparons ce qui est cassé, c'est-à-dire à peu près tout dans cette ville, sauf le moulin à rumeurs. Émilie a grandi sur Elm Street, le quartier chic où vivaient les anciens propriétaires de la papeterie. Son père était banquier avant que l'économie ne s'effondre, et elle ne m'a jamais laissé oublier que j'avais fait un beau mariage. Pendant 18 ans, j'ai été le mari col bleu qui l'embarrassait lors des dîners, le type qui se présentait au gala de charité avec de la sueur sous les ongles. Mais je l'aimais. Que Dieu me vienne en aide, je l'aimais vraiment. La première fissure dans notre mariage est apparue il y a 3 mois. Je cherchais mon sac de sport dans le placard quand j'ai trouvé le sien à la place. La fermeture éclair était ouverte et un morceau de papier plié en est tombé. Au début, j'ai pensé que c'était une liste de courses ou quelque chose d'innocent. Ce n'était pas le cas. Merci pour la nuit dernière. Tu es incroyable. J'ai hâte de te revoir. Ma main tremblait en lisant. Richard Blackwood, son patron. Le même Richard qui venait à nos barbecues, qui me serrait la main et m'appelait « mon pote » en buvant ma bière et, apparemment, en prévoyant de coucher avec ma femme. J'ai remis le mot à sa place et je n'ai rien dit. À la place, j'ai commencé à faire attention. Émilie travaillait tard 3 soirs par semaine. De la nouvelle lingerie qu'elle ne portait jamais pour moi. Son téléphone toujours face contre la table, vibrant constamment de messages qu'elle consultait dans la salle de bain. La confirmation finale est arrivée il y a 2 semaines. Notre fille Emma, rentrée de l'université pour les vacances de printemps, avait laissé son ordinateur portable ouvert sur la table de la cuisine. Un SMS d'Émilie est apparu. Papa se méfie. On doit être plus prudent. La réponse d'Emma m'a glacé le sang. Peut-être que si tu n'étais pas si évidente. Franchement, maman,
tout le monde est au courant. Divorce de lui, un point c'est tout. Ma propre fille, 20 ans, étudiante en communication à l'université du Maine, couvrait la liaison de sa mère. La fille à qui j'ai appris à faire du vélo, qui s'endormait sur ma poitrine en regardant des films Disney, pensait que j'étais le méchant de l'histoire. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être le gentil garçon. Je finis mon deuxième bourbon et rentre chez nous, dans notre modeste maison sur Maple Street. Ce n'est pas grand-chose. Une maison de style Cape Cod des années 1950 que je rénove depuis 15 ans, mais elle est à moi. Chaque planche, chaque clou, chaque couche de peinture représente des heures de ma vie. De la sueur que j'ai versée pour créer quelque chose de beau pour ma famille. La maison est sombre quand j'entre dans l'allée. La voiture d'Émilie n'est pas là, ce qui signifie qu'elle est toujours avec Richard, probablement dans son appartement au-dessus de l'agence immobilière, à faire des choses auxquelles je ne veux pas penser. Je prends une bière dans le frigo et m'assois dans mon atelier au sous-sol. C'est mon sanctuaire. Des murs tapissés d'outils que j'ai collectionnés pendant 25 ans. Un établi marqué par un millier de projets. L'odeur des copeaux de bois et de l'huile de moteur. C'est là que je viens pour réfléchir, pour planifier, pour construire. Ce soir, je planifie quelque chose de différent. Pas la construction, la destruction. Mon téléphone vibre. Un texto d'Émilie. Je reste chez maman ce soir. On a besoin d'espace. J'éclate de rire. Sa mère est décédée depuis 3 ans. Émilie est chez Richard, et elle n'a même pas la créativité d'inventer un mensonge décent. Je réponds par texto, transmets mes salutations au fantôme de ta mère. 3 petits points apparaissent, puis disparaissent. Elle n'a rien à dire. J'ouvre mon ordinateur portable et le dossier que je constitue depuis 2 mois. Des photos, des documents, des enregistrements, tout ce dont j'ai besoin pour réduire leur petit monde imaginaire en cendres. Parce que voilà le truc avec les petites villes. La réputation, c'est tout, et je suis sur le point de détruire la leur. Richard Blackwood se croit intouchable. À 45 ans, c'est le plus grand promoteur immobilier de 3 comtés. Il conduit une BMW, porte des costumes à $1000 et traite tout le monde comme s'il devait être reconnaissant de son attention. Il n'a jamais travaillé de ses mains, n'a jamais rien construit d'important, n'a jamais gagné $1 honnêtement de sa vie. Mais il a quelque chose que je n'ai pas. L'argent, le statut, et apparemment ma femme. Il avait ma femme. Passé composé. Je prends une autre gorgée de bière et commence à taper. Le premier email va à la commission immobilière de l'État. Objet, violation de l'éthique, Richard Blackwood, Pinnacle Real Estate. Le deuxième va à la Millbrook Gazette. Notre journal local n'est essentiellement que des ragots avec un en-tête, mais ils adorent un bon scandale. Le troisième va à Emma. Il est temps que ma fille apprenne la vérité sur sa précieuse mère. Mais d'abord, je dois rendre une petite visite à Richard. Je prends mes clés et sors dans la nuit du Maine. On est en avril, mais il y a encore un fond de fraîcheur dans l'air. Le genre de froid qui vous pénètre jusqu'aux os et y reste. Un temps parfait pour ce que j'ai en tête. L'appartement de Richard est au-dessus de son bureau sur Main Street, dans l'un des rares bâtiments qui ne sont pas encore tombés en ruine. Sa BMW est garée devant, comme une enseigne au néon annonçant sa présence. Je me gare de l'autre côté de la rue et j'attends. À travers la fenêtre du 2e étage, je vois des ombres bouger. La silhouette d'Émilie est reconnaissable, même d'ici. Il n'essaie même plus de se cacher. J'ouvre le capot de mon camion et saisis le sac d'outils que je garde pour les urgences. Du sucre, du sable, quelques autres produits ménagers qui peuvent transformer une voiture de luxe en un coûteux presse-papier. J'ai appris ces combines au lycée avec Tommy Rehashi, qui fréquentait les mauvaises personnes avant de se ressaisir et d'ouvrir le club de boxe. En parlant de Tommy, je devrais probablement l'appeler. Je vais avoir besoin de quelqu'un dans mon coin pour ce qui va suivre. Le capot de la BMW n'est pas verrouillé. Les gens riches ne pensent jamais que quelqu'un oserait toucher à leurs affaires. Je travaille vite, efficacement, comme si j'installais un robinet ou câblais un plafonnier. Le sucre dans le réservoir, c'est un truc de débutant. Ce que je fais est beaucoup plus créatif et bien plus difficile à tracer. Je suis en train de finir quand j'entends des pas dans les escaliers à l'intérieur du bâtiment. Je referme le capot et me glisse dans mon camion, le cœur battant comme si j'avais de nouveau 16 ans et que j'emballais de papier toilette la maison du proviseur. La porte d'entrée s'ouvre et Émilie apparaît.
Elle porte un peignoir en soie qui ne lui appartient certainement pas. Trop grand, trop masculin. Richard la suit, ne portant qu'un caleçon et un sourire suffisant. Je comprends qu'il se donne en spectacle. Ce n'est pas une question de passion ou d'amour. C'est une question d'humiliation. Ils veulent que je voie ça. Émilie me regarde droit dans les yeux de l'autre côté de la rue. Même dans la faible lumière du lampadaire, je peux voir son sourire. Il est froid, calculé, l'expression de quelqu'un qui pense avoir déjà gagné. Richard me fait de nouveau un signe de la main, le même petit geste qu'au restaurant, comme s'il congédiait un serviteur. C'est alors que je remarque la caméra de sécurité montée au-dessus de la porte. La lumière rouge clignote, ce qui signifie qu'elle enregistre. Ils immortalisent ce moment, prévoyant probablement de l'utiliser contre moi d'une manière ou d'une autre. Très bien, qu'ils aient leur petit tour d'honneur. Demain, la vraie partie commence. Je démarre mon camion et m'éloigne, les laissant là, en sous-vêtements, comme les gens minables et pathétiques qu'ils sont devenus. Dans mon rétroviseur, je vois Émilie rejeter la tête en arrière et rire. Elle ne rira pas longtemps. Le lendemain matin commence par un appel d'Emma. Je suis dans la cuisine, buvant un café et lisant le journal comme si c'était un jour comme un autre, quand son nom apparaît sur mon écran. Papa. Sa voix est tremblante, incertaine. Il faut qu'on parle. Bonjour à toi aussi, ma chérie. Juste, ne fais pas ça. Maman m'a raconté ce qui s'est passé hier soir, au restaurant. Je me penche en arrière sur ma chaise, savourant l'instant. Et qu'est-ce qu'elle t'a raconté, exactement? Que tu l'as menacée. Que tu la suis partout en ville, que tu lui rends la vie misérable. Histoire intéressante. A-t-elle mentionné la partie où elle couche avec son patron depuis 6 mois? Silence à l'autre bout du fil, puis, doucement, papa, s'il te plaît. C'est déjà assez difficile comme ça. Difficile pour qui, Emma? Pour toi? Pour ta mère? Et moi, alors? Et le type qui paie tes frais de scolarité pendant que sa femme écarte les jambes pour tous les salauds riches de la ville. Mon Dieu, tu es dégoûtant. Non, ma chérie. Je suis honnête. Il y a une différence. Elle me raccroche au nez. Je ne suis pas surpris. Emma a toujours plus ressemblé à sa mère qu'elle ne veut l'admettre. L'image avant la substance, les sentiments avant les faits, toujours à la recherche de la solution de facilité. Je finis mon café et je vais travailler. Morrison Contracting a 3 chantiers en cours cette semaine. Une rénovation de cuisine sur Pine Street, le remplacement d'une terrasse pour les Henderson, et la rénovation d'une salle de bain pour la vieille Madame Patterson. Un travail honnête, le genre qui forge les callosités et le caractère. Mon équipe est déjà à la maison de Pine Street quand j'arrive. Danny Kowalski et Mike Santos, 2 gars avec qui je travaille depuis plus de 10 ans. Ce sont des hommes bien. Ils arrivent à l'heure, travaillent dur, ne posent pas trop de questions quand le patron passe une mauvaise journée. Salut, Jacques, dit Danny, sans lever les yeux du meuble qu'il installe. Tu as une sale gueule. Je me sens encore pire. Émilie et moi, on s'est disputés hier soir. Mike siffle doucement. Ça explique pourquoi elle était au dîner ce matin avec Monsieur BMW. Je me fige. Quoi? Ouais, je les ai vus chez Rosies vers 7 heures, ils se donnaient en spectacle, si tu vois ce que je veux dire. Les mains partout, chuchotant comme des adolescents. Danny lève enfin les yeux. Bon sang, Mike, lis l'ambiance. C'est bon, dis-je, même si ce n'est pas le cas. Il l'affiche maintenant, s'assurant que toute la ville le sache. Ce n'est plus juste une liaison. C'est une guerre psychologique. Remettons-nous au travail. Mais je n'arrive pas à me concentrer. Chaque fois que j'essaie de me focaliser sur les mesures ou les matériaux, je revois le visage d'Émilie de la nuit dernière. Ce sourire froid, la façon dont elle m'a regardé comme si j'étais quelque chose qu'elle avait gratté sous sa chaussure. À midi, toute l'équipe sait que quelque chose ne va pas. J'ai mesuré la même moulure 4 fois et je n'arrive toujours pas à le faire correctement. Mes mains tremblent, et ce n'est pas à cause de la caféine. Patron, dit Danny en me prenant à part. Pourquoi tu ne prendrais pas ton après-midi? On s'en occupe. Je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Et c'est normal. Mais peut-être que tu devrais parler à quelqu'un. À Tommy, peut-être. Tommy réagit,
mon meilleur ami depuis le lycée. Propriétaire du Millbrook Boxing Gym. Le seul endroit en ville où l'on peut encore régler les choses à l'ancienne. C'est aussi un ancien flic qui sait où sont enterrés tous les cadavres, au sens figuré. Je laisse l'équipe finir les armoires et je traverse la ville pour aller au gymnase. Il se trouve dans un vieil entrepôt près de l'ancienne usine, le genre d'endroit qui sent la sueur, les rêves et la déception. Parfait pour mon humeur actuelle. Tommy est sur le ring avec un gamin qui ne doit pas avoir plus de 16 ans, lui apprenant à lancer un jab correct. Il a 50 ans maintenant, des tempes grisonnantes, mais il est toujours bâti comme le linebacker qu'il était au lycée. « Jacques !» crie-t-il quand il me voit. « Attends une minute. » Il termine avec le gamin et sort du ring, attrapant une serviette pour s'essuyer le visage. « Tu as une mine affreuse, mon pote. Qu'est-ce qui te ronge ?» Je lui raconte tout. La liaison, l'humiliation, le spectacle d'Émilie la nuit dernière. Tommy écoute sans m'interrompre, hochant la tête au bon moment. Son instinct de flic est toujours aussi vif après 15 ans. « Alors, c'est quoi ton plan ?» demande-t-il quand j'ai fini. Je veux leur faire du mal, à tous les deux. Leur faire payer pour ce qu'ils ont fait. Légalement, n'est-ce pas? Bien sûr. Tommy sourit. Bien, parce que j'ai peut-être quelques idées. Il me conduit à son bureau, un espace encombré de souvenirs de boxe et de vieux rapports de police qu'il utilise pour son travail de consultant. Il ouvre un classeur et en sort un dossier épais. Richard Blackwood, dit-il en le posant sur le bureau. Je le surveille depuis des années. Ce type est aussi pourri qu'on peut l'être. J'ouvre le dossier et commence à lire. Des permis de construire accélérés sans inspections appropriées. Des dérogations de zonage qui n'auraient jamais dû être approuvées. Un système de pots de vin et de dessous-table qui ferait rougir un conseiller municipal de Chicago. C'est de l'or, Tommy. Comment as-tu? J'ai encore des amis dans la police, et Richard s'est fait beaucoup d'ennemis au fil des ans. Les gens parlent. On peut utiliser ça? Pas directement, mais ça nous donne un moyen de pression. Et il y a plus. Il sort un autre dossier. Celui-ci est étiqueté Emily Morrison, le nom de jeune fille de ma femme. Tommy, c'est quoi ce bordel? Calme-toi. Ce sont des informations publiques. Rapport de crédit, historique d'emploi, ce genre de choses. Savais-tu qu'elle a menti sur sa demande de licence immobilière? Je regarde les documents. Emily prétendait avoir un diplôme en commerce de l'université du Maine. D'après ses dossiers, elle n'a jamais été diplômée. Il lui manquait 3 crédits, elle a abandonné pour m'épouser et n'est jamais retournée à l'université. Elle vit un mensonge depuis 20 ans, je murmure. C'est encore mieux. Regarde la page 4. La page 4 est un rapport de crédit montrant une dette massive dont j'ignorais l'existence. Des cartes de crédit à son nom de jeune fille, des prêts personnels, même une deuxième hypothèque sur la maison que je pensais nous appartenir sans dette. Elle nous a saigné à blanc, dis-je. Et devine qui a co-signé la plupart de ces prêts. Je retourne à la page des signatures et je vois le nom de Richard Blackwood. Il a financé les dépenses de ma femme, probablement en échange de services rendus. Je vais les détruire, dis-je. Doucement, champion. On va faire ça intelligemment. Légalement. Et on va le faire pour qu'il ne voit rien venir. Tommy a raison. J'ai pensé comme un mari blessé alors que j'aurais dû penser comme un homme d'affaires. Ce n'est pas une question d'émotion. C'est une question de stratégie. Nous passons les 2 heures suivantes à planifier. Tommy a des contacts à la commission immobilière de l'État, au Better Business Bureau, même à l'IRS. L'empire de Richard est bâti sur du sable mouvant, et nous sommes sur le point de déclencher un tremblement de terre. Et pour Emily? Je demande. Laisse-la moi. Je connais un détective privé spécialisé dans les cas d'adultère. Quand on en aura fini, elle ne pourra même plus trouver un boulot de vendeuse de voitures d'occasion à Bangor. Je commence à me sentir mieux quand mon téléphone vibre. Un texto d'un numéro inconnu. Regarde ton Facebook. J'ouvre l'application et je regrette immédiatement de l'avoir fait. Emma a publié un long statut, accompagné de photos de nos vacances en famille de l'été dernier. La légende fait bouillir mon sang. Parfois, les personnes que nous aimons le plus sont celles qui nous blessent le plus profondément. Mon père traverse une période difficile en ce moment et il s'en prend à tout le monde autour de lui. S'il vous plaît,
gardez notre famille dans vos pensées alors que nous traversons cette période difficile. Famille d'abord, l'amour triomphe. Les commentaires affluent déjà. Amis et voisins offrant leur soutien, demandant ce qui s'est passé, spéculant sur nos affaires privées. Emma a transformé notre divorce en un cirque sur les réseaux sociaux, et elle m'a dépeint comme le méchant. Cette petite sorcière, je marmonne. Tommy lit par-dessus mon épaule et siffle. Ta fille a de sérieuses compétences en manipulation. Je me demande où elle a appris ça. De sa mère. Tu dois répondre à ça. Contrôler le récit avant qu'il ne dégénère. Il a raison. Dans les petites villes, la perception est la réalité. Si je laisse la version d'Emma s'installer, je serai le mari fou qui n'a pas supporté le succès de sa femme. Je commence à taper une réponse, puis je l'efface, puis j'en tape une autre et je l'efface aussi. Tout ce que je dirai semblera défensif, désespéré. J'ai besoin de quelque chose de plus grand, de plus spectaculaire. J'ai une idée, dis-je à Tommy. Mais je vais avoir besoin de ton aide. Quel genre d'aide? Le genre qui pourrait nous attirer des ennuis à tous les deux. Tommy sourit. Maintenant, tu parles mon langage. Ce soir-là, je me rends au bar Iron Horse, le premier établissement miteux de Millbrook. C'est le genre d'endroit où la bière n'est pas chère, la musique est forte et tout le monde se mêle de ses affaires. Parfait pour ce que j'ai en tête. Richard est déjà là quand j'arrive, tenant la cour à une table d'angle avec 3 de ses copains agents immobiliers. Émilie est assise à côté de lui, riant à quelque chose que l'un des autres hommes a dit. Elle porte une robe moulante que je n'ai jamais vue auparavant, probablement achetée avec l'argent de Richard. Je commande une bière et m'assois au bar, assez près pour entendre leur conversation, mais assez loin pour éviter une confrontation immédiate. Ils parlent d'un nouveau projet de développement, des condos de luxe qu'ils veulent construire sur le lac. Les permis sont tous alignés, dit Richard. On devrait commencer les travaux d'ici l'été. Et l'étude d'impact environnemental, demande un de ses amis. Richard fait un geste dédaigneux. Déjà réglé. Je connais des gens. Bien sûr qu'il connaît des gens. Richard connaît toujours des gens. C'est comme ça qu'il s'en est tiré en prenant des raccourcis pendant si longtemps. Je sirote ma deuxième bière quand Émilie me remarque. Elle murmure quelque chose à Richard et ils regardent tous les deux dans ma direction. Le visage de Richard se durcit, mais Émilie sourit simplement de ce même sourire froid que la nuit dernière. Ils essaient de me provoquer, attendant que je fasse une scène pour pouvoir jouer les victimes. Au lieu de cela, je lève ma bière dans un toast moqueur et je me retourne vers le bar. Jack Morrison, dit une voix derrière moi. Drôle de te voir ici. Je me retourne pour voir le détective Ray Castellano, l'ancien partenaire de Tommy de la police d'État. Il n'est pas en service, porte un jean et une chemise en flanelle, mais les flics ne cessent jamais vraiment d'être des flics. Ray, comment se passe la retraite? Je ne peux pas me plaindre. Par contre, j'entends dire que tu as des problèmes domestiques. Les nouvelles vont vite dans les petites villes. Rien que je ne puisse gérer. C'est bon à entendre, parce que ce serait dommage que les choses se compliquent. Il me met en garde, probablement à la demande de Tommy. Tommy veut s'assurer que je ne fasse rien de stupide qui pourrait faire capoter nos plans soigneusement élaborés. Ne t'inquiète pas, je lui dis. Je suis un citoyen modèle. Content de l'entendre. Profite de ta soirée. Ray se dirige vers le fond du bar, mais je sais qu'il continue de surveiller, ce qui me va. Je veux des témoins pour ce qui va suivre. Je finis ma bière et me dirige vers la table de Richard. La conversation s'arrête à mon approche, et je peux sentir la tension monter de plusieurs crans. Bonsoir, tout le monde, dis-je agréablement. Ça vous dérange si je me joins à vous? En fait, oui, dit Richard. C'est une conversation privée. Oh, j'en suis sûr. Vous parlez de ces condos de luxe, n'est-ce pas? Ceux avec les permis accélérés. Le visage de Richard pâlit. Je ne vois pas de quoi tu parles. Si, tu vois. Le projet de développement Lakeside. Ce qui est drôle avec ces études d'impact environnemental, c'est qu'elles sont publiques. N'importe qui peut en demander des copies. Je sors mon téléphone et lui montre une capture d'écran d'un email que j'ai envoyé plus tôt. J'ai déjà soumis ma demande cet après-midi. Ça devrait être une lecture intéressante. Émilie attrape le bras de Richard. Allons-y, non, attends, dit Richard en se levant. Il est plus grand que moi,
pèse probablement 15 kilos de plus, mais je vois la peur dans ses yeux. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Rien que tu ne puisses me donner. Tu as déjà pris ce qui comptait le plus. Écoute, Jacques, je sais que c'est difficile. Difficile? Je ris assez fort pour que tout le bar entende. Non, Richard. Ce qui est difficile, c'est de travailler 16 heures par jour pour construire quelque chose à partir de rien. Ce qui est difficile, c'est de rester fidèle à quelqu'un qui ne le mérite pas. Ce que tu as fait, c'était facile. C'était juste être un enfoiré. Va te faire foutre. Siffle Émilie, se levant si vite que sa chaise bascule. Espèce de connard bien pensant. Tu penses que tu es tellement mieux que tout le monde, mais tu n'es qu'un loser qui n'a jamais rien accompli. Le bar entier est devenu silencieux maintenant. Tout le monde regarde, attendant de voir ce qui va se passer. C'est le moment qui définira le reste de cette guerre. La façon dont je vais gérer la tentative d'humiliation publique de ma femme. Je souris et sors à nouveau mon téléphone. Tu sais quoi, Émilie? Tu as tout à fait raison. Je suis un loser, mais au moins, je ne suis pas une salope. Je tapote l'écran et soudain, le système de sonorisation du bar grésille et prend vie. Une voix familière remplit la pièce. La voix d'Émilie, haletante et désespérée. Oh, mon Dieu, Richard. Oui. Juste là. N'arrête pas. Je t'aime tellement plus que lui. L'enregistrement est d'une clarté cristalline, manifestement pris lors d'une de leurs rencontres. Le visage d'Émilie devient blanc alors qu'elle réalise ce qui se passe. Richard se jette sur mon téléphone, mais je recule déjà. Comment as-tu? Commence Émilie. Ton téléphone se sauvegarde automatiquement sur notre compte cloud partagé, chérie. Ça fait des années. Incroyable ce que les gens enregistrent de nos jours. Le bar éclate en chuchotements et en rires. Émilie pleure maintenant, le mascara coulant sur ses joues comme des larmes noires. Richard a l'air de vouloir me tuer, mais il est assez intelligent pour savoir que toute violence ne ferait qu'empirer les choses. Espèce de salaud, murmure Émilie. Non, ma chérie. Ce serait plutôt le gamin de Richard quand sa femme découvrira ça. Oh, attends. Ai-je mentionné que j'ai déjà envoyé des copies à Linda Blackwood, avec quelques photos très intéressantes? Le visage de Richard passe du rouge au violet. Salaud. Probablement, mais ce n'est pas moi qui suis sur le point de tout perdre. Je mets mon téléphone dans ma poche et me dirige vers la porte, les laissant là, dans les décombres de leur réputation. Derrière moi, j'entends Émilie sangloter et Richard jurer, mais je ne me retourne pas dehors, Tommy attend près de mon camion, souriant comme un gamin le matin de Noël. Comment as-tu eu l'enregistrement, demande-t-il. Je ne l'ai pas. Mais ils ne le savent pas, espèce de magnifique salaud. C'était juste du bluff. Le meilleur genre. Maintenant, ils vont passer la semaine à se demander ce que je pourrais avoir d'autre. Nous rions quand mon téléphone vibre. Un texto d'Emma. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je montre le message à Tommy. Il secoue la tête. Ta fille a encore beaucoup à apprendre. Elle est sur le point de recevoir un cours accéléré. Je réponds à Emma, demande à ta mère. C'est l'experte en ce qui ne va pas, 3 petits points apparaissent, puis disparaissent. Emma n'a rien à répondre à ça. Tommy me tape sur l'épaule. Ce n'est que le début, tu sais. Ils vont te tomber dessus durement. Qu'ils essaient. Je n'ai plus rien à perdre. Mais même en le disant, je sais que ce n'est pas vrai. J'ai encore mon entreprise, ma réputation, mon amour-propre. Et je suis sur le point de tout mettre en jeu pour me venger. La guerre a officiellement commencé. Les retombées de l'incident de l'Iron Horse sont plus rapides que prévu. Le matin, la moitié de la ville a entendu une version de ce qui s'est passé, et mon téléphone n'arrête pas de sonner. Le premier appel vient de Danny à 6 heures du matin. Patron, tu dois voir le journal. La Millbrook Gazette n'a jamais été accusée de journalisme de qualité, mais ils se sont surpassés cette fois. Le titre en première page, crise de nerfs publics d'un entrepreneur local, avec une photo de moi du dîner de la chambre de commerce de l'année dernière. L'article, écrit par Jennifer Walsh, une amie d'Emily de leur club de lecture, me dépeint comme un mari instable qui a publiquement humilié sa femme pour de prétendus problèmes conjugaux. Aucune mention de la liaison, aucun contexte pour mes actions, juste un article à charge conçu pour me faire passer pour un monstre.
Ils veulent un monstre, dis-je à ma cuisine vide. Je leur donnerai Godzilla. Le deuxième appel vient de Madame Patterson, la gentille vieille dame dont je suis censé rénover la salle de bain cette semaine. Jacques, mon cher, dit-elle de sa voix chevrotante. J'ai bien peur que nous devions reporter le projet de salle de bain. Ma fille pense qu'il serait préférable d'attendre que les choses se calment. Traduction, votre réputation est toxique, et nous ne voulons pas être associés à vous. Le troisième appel vient de la banque. Apparemment, Émilie a été bien occupée ce matin, essayant de geler nos comptes joints et de prétendre que je suis mentalement instable. Ils ne peuvent rien faire sans les deux signatures, mais ils sont préoccupés par la situation et veulent organiser une réunion. À midi, j'ai perdu 2 contrats et gagné la réputation du mari fou qui ne supporte pas que sa femme le quitte. Émilie et Richard sont en train de gagner la guerre des relations publiques, et je commence à comprendre pourquoi Tommy m'avait prévenu de ne pas jouer salement. Je suis assis dans mon atelier, à regarder le mur en buvant ma 4e bière de la journée, quand Emma débarque. Elle ne frappe pas, elle entre simplement par la porte de la cuisine comme si elle vivait encore ici. « Papa, il faut qu'on parle. » Elle a une mine affreuse. Ses yeux sont rouges d'avoir pleuré. Ses cheveux habituellement parfaits sont en désordre. Et elle porte les mêmes vêtements que la veille. L'université l'a rendue douce. Elle n'est pas prête pour ce genre de guerre familiale. De quoi y a-t-il à parler, Emma? Tu as clairement exprimé ta position sur Facebook. J'essayais de protéger maman. De quoi? Des conséquences de ses actes? Emma s'assoit en face de moi, et pendant un instant, elle ressemble à la petite fille qui m'aidait à faire des projets de menuiserie dans ce même sous-sol. Elle l'aime, papa. Elle l'aime vraiment. Plus qu'elle ne t'a jamais aimé. Les mots frappent plus fort que prévu. Et ça rend la chose acceptable? 18 ans de mariage, et elle peut tout jeter en l'air parce qu'elle a trouvé quelqu'un avec un compte en banque plus garni? Ce n'est pas une question d'argent. Merde, c'est toujours une question d'argent avec ta mère. Vérifie ses cartes de crédit si tu ne me crois pas, vérifie la 2e hypothèque qu'elle a prise sur cette maison sans me le dire. Le visage d'Emma pâlit. Quelle 2e hypothèque? Je sors les documents que Tommy m'a donnés et les fais glisser sur l'établi. Emma lit en silence, son expression passant de la confusion à l'horreur. Elle doit 80 000 $, murmure-t-elle. Et ce n'est que le début. Ta mère mène une double vie depuis des années, et Richard la finance. Tes frais de scolarité? Ils ne viennent pas de mon entreprise de construction, ma chérie. Ils viennent du sugar daddy de ta mère. Emma se remet à pleurer, mais ce sont des larmes différentes. Ce sont les larmes de quelqu'un dont la vision du monde vient de s'effondrer. Je ne savais pas, dit-elle. Bien sûr que tu ne savais pas, parce que ta mère est très douée pour jouer la victime. Elle l'a toujours été. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce qu'il faudra. Emma lève les yeux vers moi et je vois quelque chose de nouveau dans son regard. La peur. Papa, s'il te plaît, ne fais rien de fou. Je ne peux pas perdre mes 2 parents. Tu ne me perdras pas, Emma, mais tu ferais bien de te préparer à quelques dures vérités sur ta mère. Après le départ d'Emma, j'appelle Tommy. Nous nous retrouvons au gymnase après les heures de fermeture, quand il n'y a plus que nous, les sacs de frappe et l'odeur de la sueur honnête. Il joue pour de vrai, je lui dis. Émilie essaie de geler les comptes en banque, et Richard a ses amis des médias qui me dépeignent comme un mari instable. C'était prévisible. Les gens riches essaient toujours de contrôler le récit. Alors, quel est notre prochain coup? Tommy sourit et sort un autre dossier. Tu te souviens du détective privé que j'ai mentionné? Eh bien, il a été occupé. Les photos sont accablantes. Émilie et Richard dans un hôtel à Portland, entrant et sortant à des moments différents, mais clairement ensemble. Richard payant pour des dîners coûteux, des bijoux, même un week-end à Boston. Mais le vrai trésor se trouve dans les dossiers financiers. Il détourne des fonds de sa propre entreprise, explique Tommy. Il écrème l'argent des projets de développement et le fait transiter par des sociétés écrans. Ta femme l'a aidé à blanchir l'argent par le biais de fausses transactions immobilières. C'est une criminelle. Ils le sont tous les deux. La question est de savoir ce que tu veux faire à ce sujet. J'étudie les documents, sentant une froide satisfaction s'installer dans ma poitrine. Il ne s'agit plus seulement d'adultère. Il s'agit de fraude, de détournement de fonds, peut-être même d'évasion fiscale.
Le genre de crimes qui détruisent des vies et mettent fin à des carrières. Je veux tout réduire en cendres. Jacques, réfléchis bien à ça. Une fois que nous aurons franchi cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Emma pourrait se retrouver prise entre deux feux. Emma a fait son choix quand elle a publié ce statut Facebook. Elle a choisi sa mère plutôt que la vérité. Tommy hoche lentement la tête. D'accord, mais on fait ça intelligemment. Pas de débordements émotionnels, pas de scène publique. On laisse les preuves parler d'elles-mêmes. Nous passons les 3 heures suivantes à planifier. Tommy transmettra les informations financières à ses contacts de l'unité des crimes en col blanc du FBI. Je m'occuperai de l'angle local, en m'assurant que tout le monde à Millbrook sache exactement quel genre de personnes sont vraiment Emily et Richard. Le premier arrêt est l'appartement de Richard. Il est 2 heures du matin quand j'arrive, et le bâtiment est sombre, à l'exception de la lumière de sécurité au-dessus de l'entrée. J'ai apporté des outils, mais pas le genre que j'utilise habituellement pour la construction. La BMW est garée à sa place habituelle, brillant sous le lampadaire comme un phare de privilège. J'ouvre le capot et me mets au travail, mais cette fois, je ne me contente pas de désactiver le moteur. J'envoie un message. 20 minutes plus tard, je recule pour admirer mon œuvre. La voiture a l'air normale de l'extérieur, mais Richard va avoir quelques surprises intéressantes quand il essaiera de la conduire demain. Le sucre dans le réservoir n'est que le début. J'ai aussi desserré le bouchon de vidange d'huile, déconnecté les feux de stop et laissé quelques mots de mon choix gravés dans la peinture là où il ne les verra pas avant d'être au lave-auto. Mais le vrai chef-d'œuvre est ce que j'ai fait à son appartement. La sécurité de l'immeuble est une blague. Une simple serrure que n'importe quel entrepreneur sait comment contourner. L'appartement de Richard est exactement ce à quoi je m'attendais. Meubles chers, art abstrait, une collection de vins qui coûte probablement plus cher que la plupart des voitures des gens. Je ne vole rien. Ce serait trop simple. Au lieu de cela, je réorganise les choses. Je déplace ces meubles de 15 cm vers la gauche. J'échange le contenu de ces tiroirs de commode. Je remplace son vin cher par des bouteilles bon marché de l'épicerie. Je change les réglages de sa douche pour que l'eau sorte bouillante. Mais la pièce de résistance est dans sa chambre. Je trouve les draps en soie. Ce qu'Emily a mentionné, ce qu'elle disait être tellement plus doux que nos draps en coton à la maison. Je les retire soigneusement, je les emmène dans la salle de bain et je les utilise pour nettoyer les toilettes. Puis je les remets sur le lit, parfaitement fait, coin à l'hôpital et tout. Richard ne pourra jamais prouver que j'étais là, mais il le saura. Chaque fois qu'il se couchera sur ses draps, il pensera à là où ils ont été. Je sors par la sortie de derrière quand j'entends des voix dans la ruelle. Emily et Richard qui reviennent de leur aventure nocturne, quelle qu'elle soit. Je me cache derrière une benne à ordures et j'écoute. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait humilié comme ça, dit Emily, devant tout le monde. Ne t'inquiète pas, bébé. On va lui faire payer pour ce qu'il a fait. Comment? J'ai des relations. Des gens qui peuvent lui rendre la vie très difficile. Sa licence d'entrepreneur, ses permis, même son assurance. Quand j'en aurai fini avec lui, Jack Morrison ne pourra même plus trouver de travail pour nettoyer des toilettes. Ils disparaissent dans le bâtiment et je m'éclipse dans la nuit. Mais les mots de Richard résonnent dans ma tête. Il a l'intention de détruire mon entreprise, la seule chose que j'ai construite de mes propres mains. Cela franchit une ligne dont j'ignorais même l'existence. Le lendemain matin apporte le chaos. La BMW de Richard ne démarre pas. Et quand la dépanneuse arrive, le chauffeur découvre la fuite d'huile que j'ai créée. Richard crie sur le mécanicien, exigeant de savoir comment cela a pu se produire, quand quelqu'un remarque les rayures dans la peinture. Je regarde de l'autre côté de la rue, sirotant un café d'un thermos, pendant que Richard lit mon message. Briseur de foyer, gravé en lettres capitales nettes le long de la portière passager. Son visage devient violet de rage. Il regarde autour de lui, frénétiquement, espérant probablement m'apercevoir, mais je suis bien caché derrière un camion de livraison. Emily sort en courant du bâtiment en peignoir et ils ont une dispute animée en plein milieu de Main Street. C'est mieux que la télé. Mais le vrai spectacle commence quand Richard remonte prendre sa douche avant d'aller travailler. Je peux entendre ses cris de frustration depuis la rue alors qu'il découvre ma décoration intérieure, l'eau bouillante, les meubles réarrangés, la collection de vin qui vaut maintenant environ $30 au lieu de 3000. À midi, toute la ville parle de la malchance de Richard. Problème de voiture, de plomberie,
même des rumeurs selon lesquelles quelqu'un est entré par effraction dans son appartement. La police prend une déposition, mais il n'y a aucune preuve d'effraction réelle. Juste une série de coïncidences malheureuses. Je me sens plutôt bien dans ma peau quand Tommy appelle avec de mauvaises nouvelles. Richard a passé quelques appels ce matin. Ta licence d'entrepreneur est en cours d'examen et l'État a ouvert une enquête sur tes pratiques commerciales. Quelles pratiques commerciales? Je dirige une affaire honnête. Ça n'a pas d'importance. Il a des amis au département des licences et il cherche la moindre excuse pour te fermer. Inspection manquée, violation de permis, plainte de clients, tout ce qu'ils peuvent utiliser. Ma bonne humeur s'évapore. Richard riposte, utilisant ses relations pour attaquer mon gagne-pain. C'est exactement ce que je craignais. Il a des ressources que je ne peux pas égaler, une influence avec laquelle je ne peux pas rivaliser. Combien de temps j'ai? Peut-être une semaine avant qu'il ne suspende ta licence en attendant l'enquête. Après ça, tu es hors jeu jusqu'à ce qu'il te blanchisse, ce qui pourrait prendre des mois. Salaud. Et ce n'est pas tout. Émilie a déposé une ordonnance restrictive ce matin. Elle prétend que tu la harcèles, que tu la suis en ville, que tu la menaces. C'est des conneries. Peu importe si c'est vrai. Le juge l'a signé sur la base de son témoignage et de l'incident à l'Iron Horse. Tu ne peux pas t'approcher à moins de 100 mètres d'elle ou de Richard. Je sens les murs se refermer sur moi. Ils utilisent le système juridique contre moi, transformant mes propres actions en armes. Chaque mouvement que j'ai fait, chaque petite victoire que j'ai remportée est tordue pour devenir la preuve de mon instabilité. Et les crimes financiers? Les preuves de détournement de fonds? Le FBI est intéressé, mais ces choses prennent du temps. Des mois, peut-être des années. Pendant ce temps, ils sont en train de te détruire, maintenant. Je raccroche et m'assois dans mon camion, fixant le chantier où mon équipe travaille sans moi. Danny et Mike sont des hommes bien, mais ils ne peuvent pas gérer l'entreprise si je perds ma licence. 25 ans à construire quelque chose à partir de rien, et tout pourrait disparaître parce que je suis tombé amoureux de la mauvaise femme. C'est alors que je réalise que j'ai mal abordé tout ça. J'ai joué en défense, réagissant à leurs coups au lieu de faire les miens. Mais Émilie et Richard ont fait une erreur cruciale. Ils ont sous-estimé jusqu'où je suis prêt à aller. Ils veulent détruire mon entreprise. Très bien, mais je vais m'assurer qu'ils coulent avec moi. Je sors mon téléphone et j'appelle la seule personne qui peut m'aider à mettre fin à cette guerre. L'ex-femme de Richard, Linda. Madame Blackwood. C'est Jack Morrison. Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation. Le jeu est sur le point de changer. Linda Blackwood accepte de me rencontrer dans un café de la ville voisine, loin du réseau de ragots de Millbrook. Elle n'est en rien ce à quoi je m'attendais. La quarantaine, séduisante d'une manière discrète, vêtue d'un jean et d'un pull au lieu des vêtements de créateur que j'associais au monde de Richard. Je me demandais quand vous appelleriez, dit-elle en se glissant dans la banquette en face de moi. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé à l'Iron Horse. Les nouvelles vont vite. Surtout quand elles impliquent mon ex-mari se ridiculisant en public. Elle remue son café pensivement. Richard a toujours aimé avoir un public pour ses conquêtes. Combien de temps avez-vous été marié? 15 ans. Divorcé il y a 2 ans quand je l'ai surpris avec sa secrétaire. Votre femme n'est pas sa première liaison, Jacques. Elle est juste la dernière en date. Ça fait plus mal que prévu. Je pensais qu'Émilie était spéciale. Que Richard voyait en elle quelque chose qui valait la peine de détruire son mariage. Il s'avère qu'elle n'est qu'une autre encoche sur sa ceinture. Je suis désolé, dit Linda, lisant mon expression. Je sais que ça fait mal. Mais vous devez comprendre à quel genre d'homme vous avez affaire. Richard n'aime pas votre femme. Il aime le frisson de prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Que savez-vous de ces pratiques commerciales? L'expression de Linda se durcit. Vous voulez dire le détournement de fonds, les sociétés écrans, les pots de vin aux responsables municipaux? J'en sais beaucoup. J'étais marié à lui, vous vous souvenez? J'ai vu les livres de comptes, entendu les appels téléphoniques, je l'ai regardé se sortir d'affaires pendant plus d'une décennie. Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé? J'ai essayé. J'ai déposé des plaintes auprès du procureur général de l'État, du FBI, même de l'IRS. Mais Richard a des amis haut placés, et je n'étais qu'une ex-femme amère essayant de causer des problèmes. Personne ne m'a prise au sérieux.
Il pourrait me prendre au sérieux, surtout si j'ai des preuves. Linda fouille dans son sac à main et en sort une clé USB. Tout est là-dessus. Relevé bancaire, correspondance par email, enregistrement d'appels téléphoniques. Assez pour l'envoyer en prison pour 10 ans si les bonnes personnes le voient. Pourquoi m'aidez-vous? Parce que Richard a détruit ma vie et maintenant il essaie de détruire la vôtre. Parce que je suis fatigué de le voir blesser les gens et s'en tirer. Elle fait une pause, puis ajoute doucement. Et parce que je sais ce que c'est que de tout perdre à cause de quelqu'un qui ne le mérite pas, je prends la clé USB, sentant son poids dans ma paume. C'est ça, l'option nucléaire. Avec ces preuves, je peux mettre fin à la carrière de Richard, détruire sa réputation, peut-être même l'envoyer en prison. Et Emily, je demande. Qu'en est-il d'elle? Elle a fait son choix. Si elle coule avec Richard, c'est son problème. Linda a raison, mais c'est encore difficile à accepter. Malgré tout ce qu'Emily a fait, une partie de moi aime encore la femme que j'ai épousée il y a 18 ans. La femme qui riait de mes blagues, qui a pleuré quand nous avons perdu notre premier bébé, qui m'a tenu la main pendant les funérailles de mon père. Mais cette femme a disparu, remplacée par quelqu'un que je ne reconnais pas. Quelqu'un qui peut me regarder dans les yeux et mentir sans sourciller. Qui peut monter ma propre fille contre moi? Qui peut détruire tout ce que nous avons construit ensemble pour quelques mois d'excitation avec un salaud riche? Il y a autre chose, dit Linda. Richard prépare quelque chose de grand pour ce week-end. Une sorte d'événement public où il va annoncer ses fiançailles avec Emily. Mon sang se glace. Fiançailles. Samedi soir au Lakeside Country Club. Il a invité la moitié de la ville, y compris tous ses contacts professionnels et amis politiques. Il veut faire une déclaration, montrer qu'il a gagné, que vous êtes de l'histoire ancienne. Le salaud. Il prévoit également d'utiliser l'événement pour annoncer son plus grand projet de développement à ce jour. Ses condos de luxe sur le lac. Il a obtenu les permis en accéléré, les études environnementales sont truquées, et le conseil municipal est acheté et payé. Ça va lui rapporter des millions. Je fixe la clé USB, la compréhension se faisant jour. Richard ne se contente pas de voler ma femme. Il utilise notre divorce comme une distraction pendant qu'il réalise la plus grande arnaque de sa carrière. Quand elle annonce? Samedi à 20h. Soirée en cravate noire. Très exclusive. Le genre d'événement où les réputations se font et se défont. Je dois être là. Jacques, c'est une très mauvaise idée. Richard aura de la sécurité et vous avez une ordonnance restrictive. Je trouverai un moyen. Linda étudie mon visage, y voyant quelque chose qui l'a fait hocher lentement la tête. Vous n'allez pas seulement exposer les crimes financiers, n'est-ce pas? Vous prévoyez quelque chose de plus grand. Richard veut faire une déclaration. Très bien. Je m'assurerai que personne ne l'oubliera. Nous nous séparons sur le parking, mais pas avant que Linda ne me donne un dernier conseil. Soyez prudent, Jacques. Richard est dangereux quand il est acculé. Il a ruiné des gens pour moins que ce que vous prévoyez. Moi aussi. Cet après-midi-là, je convoque une réunion d'urgence avec mon équipe. Danny et Mike arrivent à l'atelier, l'air inquiets. La nouvelle de l'enquête sur la licence s'est répandue, et ils craignent pour leur emploi. Les gars, je leur dis, je vais être direct avec vous. Ma licence d'entrepreneur pourrait être suspendue la semaine prochaine. Si ça arrive, Morrison Contracting, c'est fini. Danny jure à voix basse. Mike fixe simplement ses bottes. Mais je continue. Je ne vais pas me laisser faire sans me battre. Et j'ai besoin de votre aide. J'explique la situation. Pas tout, mais assez. La liaison, les crimes financiers, le plan de Richard pour détruire mon entreprise. Quand j'ai fini, les deux hommes sont furieux. Ce salaud, dit Danny. Après tout ce que tu as fait pour cette ville, tous les emplois que tu as créés, les familles que tu as aidées. De quoi as-tu besoin, demande Mike. J'ai besoin d'alibi pour samedi soir. Et j'ai besoin que vous oubliez tous les deux que nous avons eu cette conversation. Ils échangent un regard, puis Danny sourit. Quelle conversation? Samedi arrive avec une chaleur inhabituelle pour un mois d'avril dans le Maine. Un temps parfait pour le genre d'événement en plein air que Richard a prévu au Country Club. Je passe la journée à faire les derniers préparatifs, vérifiant et revérifiant chaque détail.
Le Lakeside Country Club s'étend sur 50 acres de terrain de premier choix surplombant Mirror Lake. C'est là que l'élite de Millbrook se rassemble pour se féliciter de son succès et planifier sa prochaine conquête. Je n'y suis jamais entré. Les entrepreneurs ne sont pas invités à ce genre de fête. Mais ce soir, c'est différent. Ce soir, je n'y vais pas en tant qu'invité. Je gare mon camion dans les bois derrière le clubhouse et je me change pour enfiler les vêtements noirs que j'ai apportés. La sécurité est légère. Quelques vigiles de location à l'entrée principale, plus pour la forme que pour une protection réelle. Les gens riches ne s'attendent jamais à ce que quelqu'un les défie sur leur propre terrain. L'entrée de la cuisine n'est pas gardée, probablement parce que le personnel du traiteur a fait des allers-retours toute la journée. Je me glisse à l'intérieur pendant un moment d'affluence, je prends un tablier et un plateau, et soudain, je suis invisible. Juste un autre serveur dans une salle pleine de gens qui ne regardent jamais le personnel. La salle de bal principale est spectaculaire. Lustre en cristal, nappe blanche, assez de fleurs pour approvisionner un funérarium. Environ 200 invités en smoking et robe de soirée, sirotant du champagne et faisant semblant d'apprécier la compagnie des autres. Je repère immédiatement Emily. Elle porte une robe rouge que je n'ai jamais vue auparavant. Elle coûte probablement plus que ce que la plupart des gens gagnent en un mois. Elle est radieuse, rayonnante du genre de bonheur que je n'ai pas vu depuis des années. Ça devrait me rendre jaloux, mais au lieu de ça, ça me met juste en colère. Elle n'a jamais été aussi heureuse avec moi. Richard se tient à ses côtés, parcourant la salle comme un politicien, serrant des mains, racontant des blagues, jouant le rôle de l'homme d'affaires prospère et du fiancé dévoué. Il est doué pour ça. Je dois lui reconnaître ce crédit. Je me déplace dans la foule, servant des boissons et écoutant les conversations. On ne parle que d'argent, d'affaires immobilières, de portefeuilles d'actions, de résidences secondaires en Floride. Ces gens vivent dans un monde différent du nôtre, à l'abri des conséquences par leur richesse et leurs relations. À 20 heures précises, Richard monte sur scène. La salle se tait alors qu'il ajuste le microphone et arbore son sourire de politicien. Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous ce soir. Comme beaucoup d'entre vous le savent, cette année a été une année de changements importants dans ma vie personnelle. Rire poli de l'auditoire. Quelques personnes regardent dans ma direction, mais l'uniforme de serveur me rend invisible. Je suis ravi d'annoncer mes fiançailles avec une femme remarquable, Emily Morrison. Applaudissements alors qu'Emily le rejoint sur scène. Elle pleure des larmes de joie et pendant un instant, je me souviens pourquoi je suis tombé amoureux d'elle il y a toutes ces années. Mais ce n'est pas la seule nouvelle excitante que j'ai à partager ce soir, continue Richard. Je suis également heureux d'annoncer le lancement du projet Lakeside Luxury Residence, le projet de développement le plus ambitieux de l'histoire de notre région. Il clique sur une télécommande et un écran de projection descend derrière lui. Des rendus d'artistes de condos de luxe avec marina, terrain de golf et installation de spa. 200 unités à partir de $500 000, avec un début des travaux prévus pour le mois prochain. Ce projet représente un investissement de $30 millions dans l'avenir de notre communauté. Encore des applaudissements. Richard rayonne. Emily est radieuse. Et tout le monde dans la salle calcule combien d'argent ils peuvent gagner avec cette affaire. C'est alors que je m'avance. Excusez-moi, je crie assez fort pour que tout le monde entende. J'ai une question sur ces études d'impact environnemental. La salle devient silencieuse. Le sourire de Richard vacille alors qu'il me repère dans la foule. Le visage d'Emily devient blanc. Sécurité, crie Richard, mais je me dirige déjà vers la scène. Voyez-vous, le truc avec les études environnementales, je continue en sortant mon téléphone et en le connectant au système de sonorisation de la salle, c'est qu'elles sont censées être exactes, pas fabriquées pour cacher la destruction de zones humides et d'habitats d'espèces menacées. Sortez-le d'ici! Hurle Richard, mais les vigiles sont trop loin et la foule est trop dense. Je tapote l'écran de mon téléphone et soudain la salle se remplit du son de la voix de Richard. L'EPA ne le saura jamais. Nous aurons construit et vendu les condos avant qu'ils ne comprennent ce que nous avons fait au lac. C'est l'un des enregistrements que Linda m'a donné, d'une clarté cristalline et manifestement accablant. La foule commence à murmurer. Certaines personnes sortent leur propre téléphone pour enregistrer ce qui se passe. Ce n'est pas tout, j'annonce. Parlons de ces permis accélérés. Incroyable ce qu'on peut accomplir quand on soudoie les responsables municipaux. Un autre enregistrement est diffusé. Celui-ci met en scène Richard discutant des pots de vin versés au conseil de zonage.
Les murmures deviennent plus forts, plus agités. Émilie essaie d'arracher le microphone à Richard, mais il la repousse. Tout ceci est fabriqué. Cet homme est mentalement instable. Le suis-je? Je sors la clé USB que Linda m'a donnée et l'agite en l'air. Parce que j'ai des relevés bancaires, des correspondances par email et des enregistrements d'appels téléphoniques qui disent le contraire. 2 ans de preuves montrant des détournements de fonds, de la fraude et du complot. C'est alors que Richard craque. Il saute de la scène et fonce vers moi, le visage violet de rage. Je vais te détruire. La foule s'écarte alors qu'il se précipite, mais je suis prêt pour lui. 25 ans de travail dans la construction m'ont maintenu en bonne forme, et Richard a passé trop d'années derrière un bureau. Quand il me frappe, j'esquive facilement et laisse son élan l'emporter dans une table pleine de flûtes de champagne. Le fracas est spectaculaire. Le cristal se brise, le champagne gicle partout, et Richard s'effondre lourdement dans une flaque d'alcool cher et de verre brisé. Richard, hurle Émilie en se précipitant pour l'aider à se relever. Mais il n'est pas gravement blessé, juste humilié et trempé. Mesdames et messieurs, j'annonce en montant sur scène et en attrapant le microphone. J'aimerais vous présenter le vrai Richard Blackwood, détourneur de fonds, fraudeur et briseur de foyer. L'homme qui vole sa propre entreprise pour financer ses liaisons. La foule est en plein chaos maintenant. Certains essaient de partir. D'autres enregistrent tout sur leur téléphone, et quelques-uns applaudissent même. Les vigiles arrivent enfin, mais ils ne savent pas quoi faire. Techniquement, je n'ai enfreint aucune loi. Tout ça, c'est des mensonges, crie Richard depuis le sol. Mais personne ne l'écoute plus. Ils sont trop occupés à regarder le spectacle. Oh, et Émilie, je crie en repérant ma femme dans la foule. J'ai quelque chose pour toi aussi. Je lance un autre enregistrement, celui-ci avec la voix d'Émilie. Jacques est un loser si pathétique. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu 18 ans de ma vie avec lui. L'intimité est terrible. Il n'a aucune ambition, et il me met dans l'embarras devant mes amis. Le visage d'Émilie s'effondre alors que ses propres mots résonnent dans la salle de bal. Plusieurs personnes sursautent et je vois des téléphones se lever pour capturer sa réaction. Ce n'est pas tu as sorti ça de son contexte, balbutie-t-elle. Vraiment? Parce qu'il y en a d'autres d'où ça vient. Des heures d'enregistrement, en fait. Incroyable ce que les gens disent quand ils pensent que personne n'écoute. La police arrive juste au moment où je termine ma présentation. Le détective Ray Castellano mène la charge, l'air de préférer être n'importe où ailleurs dans le monde. Jack Morrison, dit-il d'un air las. Vous êtes en état d'arrestation pour violation de propriété, trouble à l'ordre public et violation d'une ordonnance restrictive. Je ne résiste pas pendant qu'il me menotte. J'ai accompli ce pourquoi je suis venu. La réputation de Richard est détruite. Émilie est démasquée comme une croqueuse de diamants adultères, et tout le monde dans la structure du pouvoir de Millbrook sait exactement avec quel genre de personnes ils se sont associés. Alors que Ray me conduit vers la sortie, j'aperçois Emma dans la foule. Elle a tout enregistré sur son téléphone, mais maintenant elle me regarde fixement avec une expression que je ne peux pas déchiffrer. Déception, admiration, peur. Papa, crie-t-elle alors que je passe. Est-ce que ça en valait la peine? Je m'arrête et je regarde le chaos que j'ai créé. Richard est toujours par terre, couvert de champagne et de verre brisé. Émilie pleure hystériquement, sa robe rouge tachée et ses cheveux parfaits en désordre. La moitié de la foule fuit vers les sorties tandis que l'autre moitié est occupée à télécharger des vidéos sur les réseaux sociaux. Demande-moi dans une semaine, dis-je à Emma, quand le FBI aura fini d'éplucher cette clé USB. Ray glousse malgré lui. Espèce de magnifique salaud. Tu l'as vraiment fait. Je t'avais dit que j'allais tout réduire en cendres. Alors que nous sortons du country club, j'entends le chaos continuer derrière nous. Des cris, du verre qui se brise, le son d'un monde qui s'effondre. Demain, Richard et Émilie essaieront de reconstruire leur vie sur les cendres du désastre de ce soir. Mais ils ne s'en remettront jamais. Pas dans une ville comme Millbrook, où la réputation est tout et le pardon est rare. J'ai perdu mon mariage, aliéné ma fille et probablement détruit mon entreprise. Mais j'ai aussi démasqué 2 criminels, sauvé le lac de la destruction environnementale et donné à cette ville de quoi parler pour les 20 prochaines années. Alors que Ray m'aide à monter à l'arrière de sa voiture de police, je souris pour la première fois depuis des mois. Parfois, gagner signifie tout perdre. La prison de Millbrook n'est pas grand-chose.
3 cellules au sous-sol du poste de police, principalement utilisées pour les conducteurs ivres et les appels pour troubles domestiques. Je passe la nuit de samedi dans la cellule numéro 2, écoutant les bruits de la ville au-dessus de moi revenir lentement à la normale. Ray m'apporte du café et un sandwich vers minuit, ainsi que des nouvelles du monde extérieur. Ta petite performance de ce soir est devenue virale, me dit-il. Quelqu'un a posté toute la scène sur YouTube et elle a déjà 50 000 vues. Bien. Plus les gens la verront, mieux ce sera. Le FBI est intéressé par cette clé USB que tu as mentionnée. Ils voudront te parler dès lundi matin. Je serai là. Ray s'assoit sur le banc en face de ma cellule. Tu sais, en 30 ans de carrière dans la police, je n'ai jamais vu quelqu'un détruire sa propre vie aussi complètement pour le plaisir de la vengeance. Parfois, la destruction est nécessaire. On ne peut pas construire quelque chose de nouveau sans démolir ce qui est pourri. Et qu'est-ce que tu prévois de construire, Jacques? Je m'adosse au mur de la cellule et je réfléchis à la question. Pendant des mois, je me suis concentré sur la destruction du monde de Richard et d'Emily, mais je n'ai pas beaucoup pensé à ce qui viendrait après. Je ne sais pas encore. C'est peut-être ça, le but. Dimanche passe lentement. Ray m'autorise à avoir des visiteurs, mais la seule personne qui se présente est Tommy. Il apporte de la nourriture chinoise et une bouteille de bourbon qu'il partage avec les officiers de service. T'es un grand malade, dit-il, souriant d'une oreille à l'autre. C'était la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Richard est fini. Ses partenaires commerciaux prennent déjà leur distance. Et le conseil municipal a convoqué une réunion d'urgence pour revoir tous ses permis. Et Emily? Elle fait ses valises, aux dernières nouvelles. On dit qu'elle retourne vivre chez sa sœur à Portland. Elle ne peut plus montrer son visage à Millbrook après ce qui s'est passé. Et Emma? L'expression de Tommy devient sérieuse. Elle est perdue, Jacques. En colère contre toi pour ce que tu as fait, mais aussi en colère contre sa mère pour lui avoir menti. Donne-lui du temps. Je n'aurai peut-être pas le temps. Ma licence d'entrepreneur est probablement fichue, et j'aurai de la chance si je ne finis pas en prison moi-même. Peut-être, mais tu as démasqué 2 criminels et sauvé le lac de la destruction. Ça doit bien compter pour quelque chose. Lundi matin arrive l'agent Patricia Williams de l'unité des crimes en col blanc du FBI. Elle est plus jeune que ce à quoi je m'attendais, probablement la mi-trentaine, avec le genre d'intelligence vive qui vient d'années de traque de criminels financiers. Monsieur Morrison, dit-elle en s'installant dans la chaise de la salle d'interrogatoire en face de moi. Vous avez fait pas mal de bruit. On m'a aidé. Oui, Madame Blackwood a été très coopérative. Les preuves que vous avez fournies sont substantielles. Elle ouvre un dossier épais et étale des documents sur la table, relevés bancaires, impression de mai, résumé de transactions, la trace écrite des crimes de Richard étalée en noir et blanc. Nous examinons des cas de détournement de fonds, de fraude, de blanchiment d'argent, de corruption de fonctionnaires et de complot. Assez de charges pour mettre Monsieur Blackwood en prison pour 20 ans. Et Emily? Votre femme a été impliquée dans plusieurs des stratagèmes de blanchiment d'argent, mais elle semble avoir été une participante consentante plutôt qu'un cerveau. Elle risque 5 à 10 ans, en supposant qu'elle coopère. La nouvelle devrait me rendre heureux, mais au lieu de ça, je me sens juste vide. C'est ce que je voulais. La justice, la vengeance, des conséquences pour leurs actions. Alors pourquoi ai-je l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important? Et moi, je demande. Vous? Vous êtes un héros, Monsieur Morrison. Sans vos preuves, nous ne les aurions jamais attrapés. Je suis entré par effraction dans l'appartement de Richard. J'ai violé une ordonnance restrictive. J'ai perturbé un événement privé. L'agent Williams sourit. Ce qui est drôle, c'est que nous ne trouvons aucune preuve d'effraction. Et l'ordonnance restrictive était basée sur de faux témoignages, donc elle est invalide. Quant à l'incident du country club, eh bien, parfois les citoyens doivent prendre des mesures extraordinaires pour exposer des activités criminelles. Donc, je suis libre de partir. Vous êtes libre de partir. Je sors du poste de police dans une belle matinée d'avril. Le soleil brille. L'air sent le printemps. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Mais ma liberté a un prix. Morrison Contracting, c'est fini. Même si je garde ma licence, personne à Millbrook n'engagera l'entrepreneur fou qui a détruit le plus grand événement social de l'histoire de la ville.
Mon mariage est terminé. Ma fille me déteste. Et je repars de 0 à 45 ans. Je me dirige vers mon camion quand je vois Emma qui attend près de la portière du conducteur. Elle a une mine affreuse. Des cernes sous les yeux, des vêtements froissés, l'apparence de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis des jours. Papa. Emma. Nous nous regardons pendant un long moment, deux personnes qui étaient autrefois proches mais